Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ici Prudence, Queen de la manifestation. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast très spécial. Je pense que vous allez le sentir, ou que tu vas le sentir en tout cas un peu à ma voix, mais je suis assez gênée. Un peu stressée aussi, je t'avoue, puisque aujourd'hui c'est le podcast sur mon histoire, sur mon parcours. J'ai pas forcément l'habitude, on va dire, d'en parler. Je dirais que beaucoup de personnes en fait me connaissent et connaissent, on va dire, des bribes de mon histoire selon selon ce que j'ai envie de raconter, selon ce que j'ai envie de dire. Mais je dirais que très peu de personnes connaissent l'histoire complète. Et aujourd'hui, du coup, on peut dire que c'est un grand moment puisque je vais te parler de tout ça. Je vais te parler un peu de mon parcours, de mon histoire, de comment j'en suis arrivée à qui je suis aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup d'émotions, je t'avoue. Là, j'ai un peu la boule au ventre. J'ai mes pensées qui se mélangent. J'ai envie de te dire plein de trucs et en même temps, je me dis waouh, comment ça va se passer, etc. Mais voilà, aujourd'hui ça va être un podcast vraiment tout en vulnérabilité, tout en authenticité. Et j'ai vraiment posé des intentions pour ce podcast parce que je pense que quand on raconte une histoire, c'est le meilleur moyen de connecter avec les gens et de pouvoir connecter avec qui ils sont, connecter avec leur propre histoire. Et je dirais que ma première intention, c'est vraiment de connecter avec toi qui m'écoutes. Déjà, je pense que si tu m'écoutes, c'est pas un hasard. Je pense que si tu te retrouves là aujourd'hui, c'est que on a forcément quelque chose en commun. Et je sais pas si tu as remarqué, mais la connexion, elle se fait beaucoup mieux quand on trouve un point commun avec une personne. Dans le sens où, tu sais, une personne, ça pourrait être ton pire ennemi, mais s'il te dit qu'il aime quelque chose qu'il aime, que tu aimes aussi, et ben, comme par hasard, tu vois, ça se peut que vous développeriez une autre relation finalement, tout simplement grâce à un point commun. Donc l'objectif, c'est que vraiment ici, tu puisses connecter avec moi, tu puisses connecter avec qui je suis. Mais également, j'avais aussi envie de, je pense, de te donner un peu d'espoir dans ce podcast et te dire que si moi j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Je ne sais pas où est-ce que tu en es actuellement dans ton cheminement et où est-ce que tu en es dans ta vie. Moi, avant, tu sais, quand on me disait oui, mais si moi j'ai pu le faire, toi tu peux le faire aussi, je me souviens que dans ma tête, je me disais toujours oui, mais moi je suis pas toi. Donc c'est pas parce que toi tu as pu le faire que moi je vais pouvoir le faire aussi. Mais en fait, je pense que ce qu'il faut et ce que j'ai appris avec le temps, c'est que on est tous humains et finalement on est tous déjà avec une ressource principale qui est le temps. Et crois-moi, avec le temps, on peut réellement tout faire. Peu importe si par la suite tu prends plus de temps qu'une personne et qu'une personne te dit moi je l'ai fait en tant de temps ou alors moi ça a été plutôt rapide, moi ça a été plutôt lent. Je te dirais qu'à partir du moment où tu poses une intention, tu peux tout réussir. Et même si actuellement peut-être tu te dis que non c'est pas possible pour moi et moi je suis pas toi et on n'a pas exactement le même vécu, ben c'est sûr parce qu'on est deux personnes totalement différentes. Mais je t'invite vraiment à regarder finalement ce qu'on a en commun et de te dire que ben oui finalement si une personne est passée par là et a réussi à traverser ça, tu vas vraiment pouvoir le faire. Donc j'ai vraiment décrypté, séparé ce podcast en trois phases parce que j'estime pour l'instant, en tout cas pour faire globalement le résumé de ce podcast, qu'il y a eu vraiment trois phases très importantes dans ma vie que j'ai décidé de séparer comme ça. Et donc je vais te présenter. Et je tiens aussi à te dire que je ne sais pas combien de temps ce podcast va durer, puisque ça va vraiment être en fonction de ce que j'ai envie de te sortir aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire. Donc voilà, n'hésite pas peut-être tu sais, à te prendre un petit truc à manger, un truc à boire pour que vraiment voilà, ce soit convivial. Moi tu sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la convivialité, c'est le fait que les gens se sentent à l'aise et je pense que tu le sens si tu m'as déjà parlé. Et si tu l'as pas fait, tu peux venir me parler puisque voilà, je suis assez sociable, je suis même très sociable, disons plutôt extravertie. Donc voilà, n'hésite pas et tu te rendras compte que pour moi, mettre à l'aise les gens, c'est vraiment très important. Donc concernant les trois phases, du coup, je te dirais que
la première phase par laquelle je suis passée, ça a été une phase un peu plus sombre, on va dire. Une phase un peu plus noire, un peu plus dark. Donc je vais aller plus en détail après là-dedans. Donc c'est pas une période où par exemple je suis tombée, je sais pas, dans les drogues ou dans les cigarettes ou dans l'alcool ou dans la scarification ou des choses comme ça. Mais en tout cas pour moi ça a été une phase qui a été très difficile et une partie qui a été très sombre. Ensuite, donc, j'ai eu une phase où, on va dire, j'ai vu comme une porte de sortie, justement, à la première phase. Donc, du coup, ça a été vraiment une période, voilà, un peu porte de sortie, un peu éveil. Éveil dans le sens de se dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible pour moi, si j'en ai envie. Donc, ça a vraiment été cette phase-là. Et ensuite, bah, maintenant, il y a la phase dans laquelle je suis actuellement. Et voilà, donc on va creuser ensemble là-dessus. Et puis bah, je vais d'abord commencer, si tu veux, par la première phase qui pour moi est la phase la plus difficile. Tu sais, je suis pas le genre de personne qui va être très émotionnelle, tu vois. Au contraire, en plus, quand on regarde mon astrologie, j'ai fait ça avec Anna l'ingérable la dernière fois et on se rend compte que j'ai très peu d'eau, donc c'est très difficile en général de me mettre en émotion. Mais ces derniers jours, je me sens plutôt émotionnelle. Alors voilà, j'espère que vraiment ça ira pour raconter ce podcast. Mais je pense que tu le sentiras de toute façon. Je pense que tu le sentiras et que je dirais pour la première fois, parce que des fois j'ai l'impression de tout le temps montrer que je suis joyeuse, de tout le temps montrer que ça va bien, que j'ai beaucoup d'énergie. Mais j'ai aussi envie que tu puisses connecter avec moi sur d'autres parties de ce que je suis. Peut-être des parties donc, que je montre un peu moins. Donc voilà. Alors, quoi te dire? Bah déjà, moi je m'appelle Prudence, hein, voilà, ça c'est mon prénom. Je suis née dans un petit village de campagne de 500 personnes en Haute-Savoie, une région que j'affectionne particulièrement. Pour moi, meilleure région de France, hein, forcément, voilà, entre lac et montagne, voilà, voilà, nous n'irons pas plus loin. Mais en tout cas, c'est vraiment une très belle région et c'est une région que j'ai toujours beaucoup affectionnée parce que je suis quelqu'un qui suis vraiment passionné de montagne. Euh, J'adore la marche, j'adore la nature, j'adore surtout les forêts. Je suis une passionnée de forêt. Je pourrais passer mes journées à me balader dans les forêts et vraiment donc je suis très contente d'avoir pu naître dans un endroit comme ça parce que bah, quand tu nais dans un village de 500 habitants, forcément, c'est sûr qu'il y a très peu de personnes, donc bah, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de nature et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai deux sœurs. Voilà, Mélanie et Lydie. Je suis l'aînée du coup et bah, mes deux parents sont ensemble. Donc voilà, mon papa et ma maman. Donc on est une famille de 5. Je te dirais que mon enfance, donc j'ai peu de souvenirs. J'ai très peu de souvenirs dans mon enfance. J'ai quelques souvenirs, je pense, comme beaucoup de personnes, des étés par exemple, que je passais chez ma grand-mère avec mes cousins. Je me rappellerai tout le temps, on faisait des spectacles sur les balançoires parce que mes cousins, en fait, ils venaient simplement l'été. Ils venaient, je crois, pendant un mois ou quelques semaines puisqu'ils habitaient assez loin. Et on en profitait, on en faisait des spectacles, on s'éclatait. Enfin bref, ça c'est vraiment, je dirais les souvenirs à peu près les plus lointains que j'ai. Et c'était vraiment à ce moment-là donc de très bons moments. On était chez ma grand-mère qui m'a aussi éduquée, je vous avoue, enfin je t'avoue, à faire le ménage parce que je me rappellerai aussi tout le temps de ces moments où c'était toujours on mangeait et après manger, on l'aidait à faire la vaisselle, on l'aidait à passer le balai, on passait la serpillière. C'était le moment qu'on détestait le plus. Nous, ce qu'on attendait, c'était vraiment d'aller jouer dehors. Mais je me rends compte que bah, maintenant, je pense que ça m'a aussi aidé à devenir la femme que je suis aujourd'hui parce que j'ai toujours, par la suite, je dirais en tout cas, j'ai toujours vraiment aimé les endroits qui étaient propres, les endroits dans lesquels je me sentais bien. Et je sais pas si t'es comme moi, mais moi je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir un endroit qui soit propre, par exemple, que ce soit pour pouvoir travailler, pour pouvoir me sentir bien, pour pouvoir être créative. J'ai vraiment besoin que à l'extérieur de moi ce soit propre. Et si par exemple, bah, tu vois, je suis sur un projet et que je vois qu'il y a de la poussière par terre, ça va pas le faire, il faut que je passe le balai avant justement de pouvoir commencer à travailler parce que voilà, donc je dirais que mon enfance a été bah, comme je te dis, j'ai pas trop de souvenirs, mais a été plutôt bonne. Euh,
Hmm. Elle a été plutôt bonne et en même temps, je t'avoue que c'est une période où je me suis toujours sentie extrêmement seule. C'est une période de ma vie, c'est pour ça que je l'appelle la période un peu plus noire, sombre, mais ça a été une période où je me sentais extrêmement seule. Pourtant, je suis quelqu'un de très solitaire, je suis quelqu'un de très individualiste. Et au contraire, maintenant, je t'avoue que je suis quelqu'un qui adore la solitude. J'aime être seule, j'aime passer du temps seule. Mais cette période-là, ça a vraiment été des moments où je pense que j'aurais eu besoin d'être plus, on va dire, soutenue, accompagnée, écoutée, reconnue, vue. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, je manquais beaucoup de ça. Euh, j'ai jamais manqué de rien, que ce soit matériellement parlant. Voilà, j'ai jamais eu une vie compliquée sur ce point-là parce que voilà, mes parents ont toujours tout fait pour qu'on ait toujours un toit sur notre tête, toujours à manger sur notre table, toujours des vêtements, toujours voilà ce qu'on avait besoin, on l'a toujours eu. Donc sur ce point-là, voilà, merci. Parce que j'ai jamais eu aucun souci et j'ai jamais eu à me plaindre parce que j'ai toujours eu à manger dans ma bouche. Donc ça, c'est vraiment super. Mais je pense que ouais, voilà, c'était vraiment une période qui a été extrêmement difficile pour moi parce que j'avais vraiment l'impression, premièrement, d'être en décalage. D'être différent par rapport aux autres. Ça s'est révélé donc notamment par rapport à la période collège. Je j'ai plus trop de souvenirs non plus de ces moments-là, mais je sais que je me sentais extrêmement différente parce que j'avais déjà une manière de penser qui était complètement différente de ce que les enfants, on peut dire, de mon âge pensaient. Si tu me connais personnellement, tu sais que je suis extrêmement mature et la plupart des gens, quand je leur dis mon âge, qui est de 23 ans, je vais le dire ici, ils me disent Oh my god, mais j'aurais jamais pensé que tu avais 23 ans, etc. Et j'aime pas non plus me définir par mon âge parce que moi-même, des fois, j'ai l'impression que j'ai pas 23 ans. J'ai déjà l'impression d'avoir 30 ans. Enfin bref, c'est toute une histoire, mais. En tout cas, ouais, je me suis toujours un peu sentie à part. C'était vraiment une période où je me sentais à part. Les relations avec mes sœurs, elles étaient assez difficiles. On avait développé une relation notamment avec la deuxième, donc avec Mélanie, où en fait une relation où on se parlait plus du tout. Parce que c'était à un moment donné où moi je pense, moi comme je te le dis, j'avais besoin vraiment de mon indépendance et j'avais besoin aussi d'être respectée, je pense, en tant que personne individuelle. Et à ce moment-là, en fait, bah forcément, ma petite sœur, comme toute petite sœur, elles ont envie de ressembler à leur grande sœur. Et en fait, elles rentraient beaucoup dans ma chambre, elles me volaient des objets. Et elles rentraient beaucoup dans ma chambre quand j'étais pas là. Et je pense qu'à ce moment-là, je voyais vraiment ça comme une atteinte, en fait, à ma liberté, à la personne que j'étais. Et en fait, du coup, on a eu des relations très conflictuelles pendant 5-6 ans, puisqu'on on se parlait pas, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment reparlé quand j'ai eu à peu près 19 ans. Mais sinon, tout le reste du temps, je me souviens, je voulais pas qu'elle me parle, je voulais pas qu'elle me touche. Pour moi, c'était vraiment inconcevable. Donc, c'était très conflictuel à la maison. D'ailleurs, que ce soit avec mes sœurs, que ce soit avec mes parents aussi, et que ce soit aussi finalement au collège. Comme quoi, tu vois, quand en général, il faut savoir qu'un événement, quand il arrive dans une sphère de ta vie, après, ça va se reproduire aussi dans plus ou moins toutes les sphères de ta vie, si c'est quelque chose que, entre guillemets, tu ne prends pas le temps d'accueillir et que tu ne règles pas. Donc, du coup, voilà, ça a été vraiment une période extrêmement conflictuelle. Et la période collège, je te dirais, pour moi, a été je pense, une des pires périodes de ma vie. C'était une période où, alors, j'étais pas du tout la personne que je suis actuellement, mais je pense que les événements ont fait que, justement, grâce à ça, je suis devenue la personne que je suis actuellement. Parce qu'au collège, comme beaucoup de personnes, en tout cas les personnes que moi je rencontre, j'ai été harcelée pour beaucoup de choses. Pour te dire un petit peu, ça c'est des choses donc, que je ne parle pas, mais je me suis dit que comme aujourd'hui j'ai envie qu'on connecte, je vais sortir de ma zone de confort et je vais en parler. Mais c'était vraiment par exemple des moqueries en public,
Beaucoup de moqueries en public parce que j'avais pas du tout le style que j'avais avant, c'est-à-dire que j'ai maintenant, c'est-à-dire que j'étais beaucoup en jogging, mais des jogging vraiment jogging avec veste à zip qui remontait jusqu'à mon cou. J'avais mes lunettes qui étaient rectangulaires, donc enfin c'était vraiment pas du tout le style. Donc on se moquait beaucoup de moi par rapport à ça. Dans les bus, je me faisais cracher dessus. Enfin, un jour, je me souviendrai aussi toujours, un jour de... Ça, c'était quand j'étais, je crois, quatrième, troisième. Une, une amie qui était plus vraiment mon amie, tu sais, enfin, au collège, on se chipote souvent, qui avait pris ma règle à ce moment-là. Tu sais, c'était... moi, j'adore les règles flexibles, tu sais, donc les règles flex machin truc, là. Et je me souviens, elle avait pris ma règle, elle me l'avait découpée dans le bus avec d'autres personnes. Je me sentais tellement mal. Et j'avais rien dit parce qu'en fait, à ce moment-là, j'osais rien dire. J'osais rien dire. En fait, juste je me renfermais et je me disais, bah, c'est pas grave. En fait, ça passera. Un jour, ça passera. Ils en auront marre. Ou je sais pas, ils vont me laisser tranquille. Enfin, je sais pas, mais j'avais rien dit. Et à ce moment-là, du coup, j'étais avec ma cousine qui était aussi mon amie à ce moment-là, et puis je lui avais demandé si je pouvais descendre à son arrêt, et quand j'étais après arrivée chez elle, je me suis mis à fondre en larmes, parce que franchement, j'en pouvais plus, j'étais à bout, enfin bref, hein, je comprenais pas, puis tu sais, je pense que à ce moment-là, tu vois, dans la tête d'une enfant de 11, 12, 13, 14 ans, tu sais, tu comprends pas, enfin pour moi en tout cas, je comprenais pas, et quand je te dis que j'avais un décalage avec les gens, c'est que moi-même je me disais, mais comment on peut être en fait aussi méchant, je comprends pas l'utilité. Je comprenais juste pas l'utilité de faire du mal aux gens, jusqu'à ce qu'après, tu vois, j'apprenne que quand on faisait du mal aux gens, c'est parce que finalement on se sentait pas bien intérieurement. Mais c'est sûr que à ce moment-là, pour moi, c'était des moments qui étaient extrêmement compliqués, que je vivais très mal. Quand je te dis que c'était une période qui était très sombre, je pleurais énormément. Je pense que j'ai plus non plus énormément de souvenirs, mais je me souviens par contre des soirées que je passais à pleurer. Notamment, bah, moi j'ai toujours regardé beaucoup d'animés, beaucoup de dramas, et je pleurais beaucoup devant les animés, je pleurais beaucoup aussi devant les dramas, puis je pleurais beaucoup aussi par rapport à la situation. En fait, c'était voilà, je pense que j'étais extrêmement triste, et je me cachais beaucoup dans la bouffe aussi. Je me souviens, j'étais capable de m'enfiler des boîtes de napolitain entières en une soirée. Je rentrais de l'école, je me disais voilà, bah, je vais manger, et je m'enfilais en fait une boîte de napolitain. Là, il y a 5-6 napolitains dans les napolitains. Et ben, je les mangeais tous. Et à ce moment-là, bah, c'est pareil, c'est que tu te poses pas la question de savoir pourquoi tu manges autant, pourquoi juste tout ce que tu ressens, c'est que tu te sens mal dans ta peau, parce que tu te sens grosse, que tu te sens pas bien, et qu'en plus de ça, bah, tu continues de bouffer, et qu'en plus de ça, tu sais que le lendemain, tu vas devoir te relever, et que tu vas encore être harcelé, et que ça va te faire chier, et que t'as absolument pas envie de retourner à l'école. Et en fait, c'était comme ça vraiment en boucle jusqu'à la quatrième, troisième, où bah, après les personnes, on va dire, entre guillemets, qui me harcelaient, la plupart étaient parties. Donc en fait, après, ça a commencé à aller mieux. Euh, on va dire que j'en ai pas vraiment parlé de ça. Disons que c'est aussi parce que à un moment donné, une amie à moi, je pense, a fini par en parler. Mais j'en ai pas vraiment parlé parce que il y a eu un événement aussi qui moi, m'a marqué. Ça, c'était donc quand je devais avoir 11-12 ans, quand on était dans le bus du collège et qu'on rentrait. J'ai quelqu'un qui, dans le bus, m'a coupé une mèche de cheveux. Et bah, moi, mes cheveux, c'est quelque chose, surtout en plus à ce moment-là, quelque chose que j'aimais par-dessus tout. Et je me souviens avoir été le dire, avoir été en parler. Et en fait, il n'y a rien qui a été fait à ce moment-là. Et je pense que c'est vraiment inconsciemment, en tout cas dans mon, dans mon esprit d'enfant, où j'ai compris que bah, en fait, prudence, c'est soit tu te démerdes par toi-même, soit en fait tu te démerdes par toi-même, quoi. Il y aura personne jamais qui viendra t'aider. Grosso modo, tu vas être toute seule, et même si tu parles de ce qui t'arrive, de toute façon, il faudra que tu te débrouilles toute seule. Et je me faisais la réflexion hier, mais je pense que c'est à ce moment-là où j'avais décidé, disons, de me faire confiance qu'à moi, de ne pas demander d'aide. Alors maintenant, ça, c'est en train de changer. Mais en tout cas, pendant très longtemps, je dirais jusqu'à il y a encore 1 ou 2 ans,
je voulais pas demander d'aide. C'était inconcevable pour moi de demander d'aide parce que voilà. C'est-à-dire que j'ai toujours fait confiance aux gens. Par exemple, quand j'allais leur dire des choses, quand j'allais leur confier des choses. Enfin, pour moi, je sais ce que je leur confie, donc en même temps, je me dis, même s'ils le répètent, ou même si, voilà, en fait, je m'en fous complètement parce que je sais ce que je dis et je suis droite dans ce que je dis, donc en fait, je m'en fous. Mais par contre, quand il s'agissait d'aller demander de l'aide et demander à quelqu'un, du coup, de mettre ma confiance sur quelqu'un pour pouvoir, qui m'aide à faire quelque chose, là, pour moi, c'était plus concevable et j'avais décidé, en tout cas, dans mon fort intérieur, que je devais me débrouiller par moi-même. Donc voilà, je dirais qu'ensuite au lycée ça s'est pas forcément très très arrangé non plus. Je me rappellerai toujours qu'il y a eu un moment où j'étais donc, il faut savoir que j'ai fait ma seconde à Saint-Étienne puisque je suis partie là-bas pour pouvoir apprendre le japonais, tu sais, enfin vraiment la nana elle voyage déjà depuis qu'elle a 16 ans, ça a toujours été comme ça. J'étais très peu à la maison, hein. Ça il faut le savoir, c'est que j'étais très très peu à la maison, comme je te le dis, j'ai toujours été assez indépendante et en fait, ben, même quand j'étais chez moi, finalement, je trouvais toujours des combines pour être chez des oncles, chez des tantes, ailleurs en fait que chez moi, puisque je voulais pas rester chez moi en fait. Et j'aimais partir, j'aimais aller ailleurs, j'aimais, voilà. Et donc j'ai fait ma seconde à Saint-Étienne pour pouvoir apprendre le japonais. Je faisais les allers-retours tous les week-ends, je dormais à l'internat la semaine. Et en fait, il y a eu un moment, enfin moi c'est pareil, c'est un moment qui m'a marqué, j'ai peu de souvenirs, mais je me souviendrai toujours avoir parlé à une amie à moi, je sais plus si je pleurais ou quoi, pareil, mais en tout cas lui avoir dit, mais tu sais, des fois je me supporte pas en fait, des fois j'en ai marre d'être moi, j'ai plus envie d'être moi, je pleure parce que je suis moi, je n'en peux plus en fait d'être moi, c'est que vraiment j'en étais arrivée à ce point où... vraiment, je ne me supportais pas, j'aimais pas vivre dans mon corps, j'aimais pas être moi, j'aimais pas la personne que j'étais, je ne me suis... Enfin, voilà, je me supportais pas, c'était très compliqué en tout cas pour moi. Et puis, bah, après, pour ma première et terminale, donc, je suis revenue vers chez moi, donc vers Thonon-Évian, où j'ai fait du coup ma terminale, où j'ai fait ma terminale là-bas. Et après, ben, c'est là que j'ai commencé à être plutôt dans la vie active. Et donc une fois que j'ai eu le bac, tout ça, oui d'ailleurs je ne t'ai pas dit, mais un truc aussi super intéressant à savoir sur moi, c'est que j'ai un parcours scolaire qui est pas du tout typique, c'est-à-dire que j'ai fait ma seconde à Saint-Étienne, j'ai fait une première ES et une terminale L. Alors tout le monde me demande mais comment t'as fait, etc. Ben en fait moi je pars du principe, déjà à ce moment-là je t'avoue que c'est très drôle, mais je partais du principe que pour moi j'avais pas de barrière en fait, c'est-à-dire que c'était... En fait, moi, je partais du principe que, entre guillemets, j'avais toujours tout ce que je voulais. Donc, si, en fait, j'avais envie de faire une première S et que je voyais que finalement, bah, ça allait pas et que j'avais envie de passer en terminale L, personne allait me dire non, en fait. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Et en vrai, il y a eu plusieurs personnes qui ont demandé pour faire ça. Et bah, j'ai une amie à moi qui a été prise, mais il y a d'autres personnes, les années suivantes, par exemple, qui n'ont pas été prises, etc. Et je me suis dit, bah voilà, comme quoi, vraiment, les croyances, c'est quelque chose, en tout cas, qui jouait beaucoup. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de très fun. Puis ensuite, donc là, quand j'ai eu 18 ans, puis quand donc j'ai eu mon bac, avec mention assez bien, s'il vous plaît, et je tiens à préciser pour tous ceux qui, par exemple, ont des doutes sur leur bac, je sais pas si là, ils vont le passer, etc. La philo, c'était COEF 9, hein. Il faut savoir que j'ai eu 9. Et l'histoire qui était COEF 4, j'ai eu 7. J'ai quand même eu la mention assez bien. Merci aux langues qui m'ont sauvé la vie. En tout cas, ça aussi c'est complètement atypique, mais il faut savoir que j'avais pris donc anglais LV1, mais j'avais pris japonais LV2 et coréen LV3. Donc vraiment ça a été très atypique mon parcours scolaire, ça a vraiment été quelque chose de très fun. Parce que oui, je suis une passionnée de langue, donc je suis une passionnée de voyage. J'adore voyager et j'adore les langues, donc j'en ai appris une dizaine, dont en fait on peut dire 5 que je parle plutôt couramment, qui sont le français, l'anglais, le japonais, le coréen et le portugais, puisque j'ai habité au Portugal l'année dernière, donc ça m'a beaucoup aidé à pratiquer. Et après j'ai appris d'autres langues parce que moi j'ai un tic un peu particulier, mais encore une fois, je pense pour cette notion de connexion, c'est que moi je n'aime pas aller dans un pays et ne pas parler la langue en fait. Pour moi, alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un manque de respect, mais en fait c'est pour moi, c'est vraiment personnel, ok, donc c'est vraiment pour moi, c'est que j'ai vraiment cet adage dans ma tête qui dit parle à une personne dans une langue qu'elle comprend, ça ira dans sa tête, et parle à une personne dans une langue, dans sa langue en fait, ça ira dans son cœur.
Et pour moi, ça a toujours été quelque chose de très important. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis vraiment douée finalement dans les relations sociales et que je me fais des amis très rapidement. C'est parce que j'ai vraiment envie de m'intégrer. Et pour moi, ben, quoi de mieux pour s'intégrer à un groupe que d'apprendre la langue, que d'apprendre la manière de parler des personnes, etc. Et c'est toujours en tout cas quelque chose qui m'a passionnée et c'est pour ça en fait que j'en ai appris autant. Et puis après bah voilà, bah, une fois comme je te disais donc que la vie s'est terminée au lycée, j'ai voulu vraiment je pense prendre un nouveau départ et je suis partie du coup à Lyon pour faire des études que j'ai tenues 3 mois en BTS tourisme, hein, voilà encore une fois, moi j'étais pas faite pour les études mais alors absolument pas. Quand je te dis que je ne suis pas faite pour les études, c'est que je n'aime pas rester assise sur une chaise à être là pendant des heures à écouter des cours alors que je me dis je pourrais être à la maison en train d'apprendre ça beaucoup plus vite chez moi de manière beaucoup plus amusante et en perdant moins de temps en fait. Parce que même dans mes apprentissages, j'ai toujours été extrêmement indépendante et me dire que j'allais devoir rester 8 heures sur une chaise alors que je pouvais faire ça plus vite à la maison, en fait, ça me cassait la tête. C'est pas faute d'avoir réessayé de re-rentrer à l'université en relations internationales, mais pareil, ça a tenu 3 mois et, et ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé du coup mes années de BTS tourisme et donc j'ai travaillé à côté puisque pour moi bah, j'avais envie d'avoir mon indépendance donc en fait j'étais en cours grosso modo de 9h à 18h je crois, 9h, 17h30, 18h, parfois 16h et après j'allais travailler de environ 18h30 jusqu'à 21h30 dans une sandwicherie. C'est vite devenu finalement mon travail à temps plein où après bah, voilà, j'ai bossé surtout d'après-midi puis je suis passée le matin. Je t'avoue que là, c'est encore le moment où je me suis. C'est très drôle, mais où je me suis attirée, encore une fois, plein d'événements, puisque quand j'ai emménagé à Lyon, donc j'étais à ce moment-là avec une de mes relations, donc j'étais en couple. Et en fait, quelques mois après qu'on soit installés ensemble à Lyon, j'ai appris qu'il m'avait trompée, donc ça a été extrêmement difficile à ce moment-là pour moi. Euh, je pense que comme toutes les femmes, tu sais, j'ai eu un instinct et moi qui regarde jamais dans les téléphones, quoi que ce soit, là je me suis dit non, faut que je regarde, c'est trop bizarre ce qui se passe et c'est comme ça que j'avais découvert. Et à ce moment-là, bah, ça a été vraiment extrêmement difficile puisque c'était mon premier amour, ma première relation qui avait duré 1 an et demi. J'étais beaucoup en dépendance affective, donc en fait pour moi c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Puis après, j'ai enchaîné du coup quelques relations à mon travail justement et bah, je suis tombée à un moment donné sur, je pense c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique avec beaucoup de contrôle, beaucoup de pression mentale, beaucoup de chantage, beaucoup de choses comme ça. Et bah, j'ai fini du coup par démissionner quelques temps après tellement bah, ça a été loin en fait cette histoire. Et du coup, voilà, je continuais du coup de m'attirer des situations même au travail bah, qui ressemblaient un peu finalement aussi à ce qui m'arrivait au collège, puisque bah, pareil, j'avais ma responsable à ce moment-là qui me faisait des coups dans le dos, bref, ça me faisait pareil, beaucoup pleurer. Et à ce moment-là, j'étais encore vraiment dans une période où un peu victime parce que je savais pas quoi faire. C'était vraiment ça, c'est que je savais pas quoi faire. C'était vraiment le moment où j'étais vraiment démunie parce que je savais pas vraiment qu'autre chose était possible en fait. Donc ça a vraiment été des années extrêmement compliquées jusqu'à ce que en fait je après avoir quitté du coup mon travail à la sandwicherie, je postule du coup pour d'autres travails. Et j'ai à la fois du coup été pris à Primark et en même temps j'ai découvert du coup une activité de MLM qui a été ma première activité dans l'entrepreneuriat. Et ça a été aussi bah, justement là que démarre finalement ma porte de sortie on peut dire. Puisque ben, vous le savez ou tu le sais quand on est entrepreneur, bah, il y a une autre partie de soi à développer qui va être son mindset. Et en fait ben, c'est là que j'ai fait la rencontre de personnes qui m'ont vraiment accompagnée et qui ont été là pour m'aider, pour me coacher, euh, pour me faire me rendre compte de certaines choses. Et ça a été, bah, disons, la première fois, je pense que je commençais en tout cas à voir la lumière au bout du tunnel. Vraiment, je pense que c'est à partir de ce moment-là où bah, c'est là en fait où j'ai découvert le développement personnel, où j'ai découvert
où j'ai découvert que oui, c'était possible, même si au début je comprenais pas, hein. C'est-à-dire qu'au début j'étais vraiment prise dans ma personnalité de victime, dans ma personnalité de oui, mais bah tu vois, comme je te disais un peu au début, genre oui, mais toi t'as pu le faire, mais moi je suis pas toi, alors je pourrais pas le faire. Bref, j'avais beaucoup de blocages, beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup de, je pense on peut dire aussi d'auto-sabotage, etc. Mais en tout cas, ça a vraiment été une des premières portes de sortie que j'ai pu voir. Et après toute cette période en fait qui avait été extrêmement compliquée pour moi et extrêmement sombre, euh, bah, j'avais la sensation, je pense, de commencer quelque chose de nouveau. Vraiment. Donc là, en fait, je travaillais encore une fois énormément, puisque ben, du coup, j'ai demandé à travailler à Primark le matin, encore une fois, coup de bol, hein, parce que beaucoup de personnes après ont demandé à changer d'heure, mais ça n'a pas été possible pour eux. Mais donc, en fait, ben, je travaillais à Primark le matin de 6h30 à 11h30, donc je me levais à 4h30 pour pouvoir commencer. Et ensuite, j'allais du coup au club, puisque donc dans mon MLM c'était avec Herbalife, donc en fait on était dans des clubs de nutrition et à ce moment-là, donc après le travail, je terminais vers 11h et après j'allais au club de 11h30 oh, jusqu'à 20h, jusqu'à 19h, entre 18h et 20h en fait. Donc je travaillais énormément. J'ai toujours, en fait, je t'avoue, beaucoup travaillé. Alors qu'en vrai, je vais te dire quelque chose que je commence à accepter ces derniers temps. Je suis flemmarde. Vraiment. En fait, au moins j'en fais, au mieux je m'en porte. C'est vraiment comme ça. Mais j'ai toujours eu une dynamique de, je sais pas, sûrement parce que je suis née dans une famille où le travail c'était une très grande valeur en fait. Et où quand tu ne travaillais pas, tu étais considéré comme un feignant. Et en fait, je me reposais jamais, je prenais jamais de temps pour moi. Et en fait, juste, je passais ma vie à bosser, parce qu'en plus de ça, bah, j'avais pas forcément de vie à côté, dans le sens où je ne me connaissais pas, je savais pas ce que j'aimais, enfin, je savais pas vraiment ce que j'aimais faire, et j'avais mis complètement de côté bah, toute ma vie. Il faut savoir que pendant, je dirais, ma première année de MLM, j'ai mis complètement de côté toute ma vie. Alors, je pense que j'avais besoin de faire cette expérience pour me rendre compte à quel point mes amis et les personnes de mon entourage étaient importantes. Mais j'ai mis complètement de côté ma vie et en fait, j'ai énormément travaillé. Beaucoup. Bah, pour peu de résultats, parce que c'est super bien de travailler et d'être dans le faire, mais mon mindset ne suivait pas. Donc en fait, j'arrivais pas, en tout cas la première année, j'arrivais pas du tout à avoir les résultats que j'avais envie d'avoir. J'arrivais pas forcément à m'en sortir, vraiment, que ce soit personnellement, professionnellement, financièrement. C'était des périodes qui étaient extrêmement, encore une fois, lourdes, qui étaient vraiment lourdes, c'est vraiment ça. Et je pense aussi qu'à ce moment-là, j'avais du mal encore à connaître mes limites. Et ça, je pense que tu le sais aussi, mais ça s'apprend les limites. Et j'étais très influençable, je pense, bah, par le manque de confiance en moi, par le manque de connaissance de moi, parce que finalement la confiance en soi, ça vient avec la conscience de soi pour moi. Et comme je me connaissais pas assez, bah, c'est sûr que j'avais du mal à connaître mes limites, du mal à dire non, du mal à dire que ça oui c'était pour moi, ça non j'avais pas envie de le faire. Et finalement, bah, j'étais pas mal influencée. Et encore une fois, je me mettais toujours dans des situations qui allaient pas forcément m'amener dans dans des situations bah, positives. Et finalement, bah, après cette année qui a été où il a fallu que je m'accroche, je crois que c'était donc la deuxième, au bout d'un an et demi. Au bout d'un an et demi, parce que j'avais commencé le MLM à la fin de l'année, donc au bout d'un an et demi, j'ai ouvert finalement bah, mon propre club à moi, où du coup bah, j'ai pris mon indépendance, où du coup bah, j'étais avec un ami à moi, on l'a ouvert. Et bah, du coup, voilà, c'est là que après ça a commencé à aller beaucoup mieux, ça a bien démarré, ça s'est bien lancé. Mais je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose en moi qui me disait tu es pas au bon endroit. C'est un peu comme si, ben ok, voilà, j'avais vu ma porte de sortie, bah c'était cool, c'est génial, c'était très bien, mais il y avait toujours quelque chose en moi qui me disait Prudence, c'est pas là en fait que tu dois être, c'est pas là.
Et j'avais beaucoup de pression mentale, je me mettais en fait beaucoup de pression mentale parce que à ce moment-là, je me disais oui, mais si je quitte mon activité, qu'est-ce que vont penser mes clients? Qu'est-ce que vont penser mes sponsors? Qu'est-ce que vont penser les personnes qui m'ont toujours connue? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Donc j'étais beaucoup dans la pression finalement mentale des autres. En fait, je pensais plus aux autres que je ne pensais à moi. Ce qui m'a mené justement à un jour dont je me souviendrai parfaitement, et ça je le raconte assez souvent, mais un jour où j'étais devant mon bureau, et ça faisait déjà plusieurs jours que c'était comme ça, c'était fin d'année 2017, j'étais devant mon bureau et je regardais mon bureau comme ça, j'étais vraiment avachie. Je le regardais, mon bureau était noir, et je me souviens parfaitement être en train de me dire bah de toute façon en fait à quoi ça sert que je vive puisque j'ai plus de il y a plus rien qui me met en joie, il y a plus rien qui me rend heureuse, je suis dans cette vie-là, je sais pas quoi faire. De toute façon que je disparaisse ou pas, ce sera exactement la même chose. Et à quoi ça sert que je reste en vie en fait. Et je me souviens m'être dit, il y a le pont, parce qu'en fait j'étais sur les quais de mon club, je l'avais ouvert sur les quais de Lyon, et je me souviens parfaitement être en train de me dire, il y a le pont qui est là, j'ai juste à sauter du pont et c'est fini. Mais je savais très bien que je le ferais jamais parce que c'était pas la première fois que j'avais ce genre de pensée, parce que je pense que tu l'as compris, mais pendant toute ma période collège, voilà, c'était pas du tout la première fois où j'avais déjà eu ces pensées. Mais je suis jamais passée à l'action. Je pense que parce qu'au fond de moi, je pensais qu'il allait y avoir, qu'il y avait de l'espoir en fait, et je me disais bah non, c'est pas une fin en soi et il y aura toujours quelque chose qui aura la peine d'être vécu, vraiment, qui vaudra la peine d'être vécu. Donc voilà, passe pas à l'action et c'est ok de le penser, mais je sais que de toute façon tu ne le feras pas. Donc voilà, ça a été vraiment comme ça et je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Je peux pas finir ma vie comme ça, je suis sortie d'une situation difficile, je peux pas me refoutre dans une autre situation difficile en fait. Et à ce moment-là, c'est une des premières grosses demandes que j'ai fait à l'univers. Mais je m'en souviendrai toujours d'avoir dit à l'univers, univers s'il te plaît, mais si tu m'écoutes, mais envoie-moi quelqu'un pour m'aider, pour me sauver, pour m'offrir une porte de sortie, s'il te plaît, je te demande de l'aide, fais quelque chose. Vraiment, et je pleurais et ça a été comme ça. Puis finalement, bah, l'univers, le lendemain, m'a apporté quelqu'un puisque... une de mes meilleures amies m'appelle et elle me dit ah bah tiens j'ai été voir telle personne machin c'est mon ostéo tout ça machin et je lui dis mais comment ça tu m'en as jamais parlé, ça fait 2 ans qu'on se connaît, tu m'en as jamais parlé. Elle fait ah oui je t'en ai peut-être jamais parlé, bah je t'en parle aujourd'hui. Et finalement il s'avère qu'il travaillait dans les énergies, qu'il canalise aussi et en fait ben ça a été un peu encore une fois ma nouvelle porte de sortie puisque ben il m'a aidé à me recentrer etc. Et puis bah du coup j'ai quitté le MLM. C'est là vraiment que j'ai quitté le MLM. Bah d'une part parce que qu'encore une fois je sentais que j'étais pas à ma place, mais que j'osais pas quitter, j'osais pas terminer. Et d'autre part aussi parce que je me suis toujours dit que ça c'est plus personnel, mais je me suis toujours dit que j'avais envie de laisser mon empreinte personnelle à moi. C'est-à-dire que je me vois pas vendre les produits de quelqu'un toute ma vie. Donc s'il y a des gens qui font du MLM ici, je respecte totalement. Hein. Vous le savez, je pense que ceux qui me connaissent, vous savez que je suis ouvert d'esprit, que je suis dans le respect des ambitions de chacun, des pensées de chacun, de ce que fait chacun, parce que j'ai rien à dire sur ça. Mais pour moi, en tout cas, personnellement, c'est sûr que j'avais profondément et réellement envie de laisser ma propre empreinte, en fait, et de me dire que j'allais créer moi-même quelque chose, peu importe ce que c'est, mais voilà, j'avais envie de créer moi-même les trucs. Puis bah cette année-là, justement, donc l'année 2018, je suis retournée un peu chez moi. Il faut savoir que ma famille a un resto, donc j'ai travaillé un peu au resto de ma famille, tout ça. J'en ai profité pour monter mon blog, voilà, où j'ai écrit quelques articles. À ce moment-là, j'étais un peu perdue, je savais pas trop quoi faire parce que ouais, voilà, je voulais travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. C'était cool, mais en même temps sans plus. Puis j'étais tiraillée aussi parce qu'il faut savoir que j'ai toujours voulu être interprète également. Donc en fait, j'étais tiraillée avec le fait aussi d'aller à l'université de Genève en relations internationales. Vous voyez, l'université, c'est là que je rentre en université. Puisque je voulais être interprète à l'ONU et je me suis dit bah voilà, s'ils voient que je sorte d'une école de Genève, c'est bon, ils me prendront plus facilement. Donc du coup voilà, j'étais un peu perdue, je savais pas trop comment faire. Puis finalement bon voilà, j'ai juste créé mon blog, j'ai commencé à écrire des articles, voilà. Je faisais un peu des trucs comme ça, j'ai commencé à me former, j'ai commencé à prendre aussi un peu plus mes responsabilités. C'était une année voilà, assez bien, assez compliquée aussi, bah, parce que la restauration, je pense que vous le savez, c'est pas toujours évident.
Alors, quand tu travailles avec ta famille, c'est encore moins évident. Et moi, je suis pas quelqu'un de nuit en fait. Donc, faire des horaires du style 11h, 15h ou 11h jusqu'à fin de soirée, ça va. Mais faire des horaires du style 11h, 16h, 18h, minuit, 1h du matin, là par contre, c'était pas possible pour moi. C'était vraiment. J'en pouvais plus. C'était vraiment. Et je pense que finalement, c'est de là aussi qu'est venue après vraiment mon envie de me dire non, mais c'est bon, faut que je repasse indépendante parce que faire des horaires de boulot comme ça, mais c'est vraiment, mais c'est pas possible pour moi. J'en ai marre de travailler pour quelqu'un déjà qui me donne des ordres. Moi, je ne supporte pas ça. Franchement, vous voudriez pas m'avoir comme employée. Vraiment, parce que je suis quelqu'un, en fait, je vais vous dire oui, mais je vais faire comme j'ai envie de faire parce que comme moi-même, je fais toujours comme j'ai envie de faire. Voilà, vous voulez pas m'avoir comme employée. Je suis vraiment têtue et je fais vraiment comme j'en ai envie. Donc, je me suis dit, voilà, il faut que je repasse, faut que je repasse indépendante. Mais je savais toujours pas trop quoi faire. Puis comme quoi, la vie est bien faite. Hein. Je suis allée en relation internationale, donc 3 mois à la fin de l'année 2018. Ça n'est pas passé. J'ai travaillé au marché de Noël du coup, parce que voilà, moi quand je sais pas quoi faire, je recommence à travailler. Et là, j'ai fait des super belles rencontres. Il y a un job que j'ai vraiment aimé faire, c'était le marché de Noël. Malgré le fait que ce soit de la restauration, le marché de Noël à Genève, ça a été génial pour les rencontres, encore une fois. Comme quoi, je pense que les rencontres et les relations qu'on noue, ça fait vraiment toute la différence. Mais ça a vraiment été génial. J'ai fait des super belles rencontres. Les gens que j'ai rencontrés l'année 2018, je suis toujours en contact avec eux. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des belles relations et je suis super contente de tout ça. Et en fait, il faut savoir que cette fin d'année 2018, j'avais été au Portugal. Pour 3-4 jours, parce que justement ma cousine qui a le restaurant avait un voyage qui était prévu, mais elle n'aime pas y aller, elle n'aime pas aller en voyage, elle aime bien rester chez elle, et je lui ai dit, écoute, moi pas de souci, je te représente, il n'y a pas de problème. Et donc j'ai été au Portugal, je suis tombée, je pense, amoureuse de ce pays, de la culture des gens, parce qu'ils ont vraiment une douceur de vivre, ils ont vraiment une manière de fonctionner que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Et en fait, quand j'étais au marché de Noël, on peut dire que j'avais pas encore totalement arrêté les études. Mais je me disais, my God, qu'est-ce que j'ai envie d'aller au soleil, qu'est-ce que j'ai envie de retourner au Portugal. Et demandez et vous recevrez, l'univers m'a envoyé une offre d'emploi pour aller au Portugal. Donc voilà, là c'est là que j'ai travaillé du coup en call center. Je pense que ça a été une très bonne année. Compliquée encore une fois dans le sens où j'ai encore beaucoup travaillé puisque là je cumulais 2 jobs, j'avais beaucoup d'horaires de nuit, donc c'est-à-dire que je travaillais de 15h à minuit et en fait en général je me levais vers 9h 10h et de 10h à peu près jusqu'à de 10h jusqu'à 11, 12, 13h parfois. J'avançais du coup, que ce soit en écrivant des articles, en tournant mes formations, voilà. Puis je pense que je me cherchais aussi encore beaucoup. Et voilà, donc ça a été une année aussi très intense. Par contre, j'y ai fait de superbes rencontres. Ceux qui me connaissent du Portugal, si vous passez par là, voilà, coucou. Mais ça a vraiment été une année, je dirais, qui m'a mis vraiment sur le type de personne que je voulais être. Et c'est vraiment une année qui fait aussi ce que je suis aujourd'hui. Parce que je me suis sentie tellement libre là-bas à Lisbonne. C'était la première fois que je partais finalement si loin de tout ce que j'avais connu jusqu'à maintenant. Et pour ceux qui savent un peu, quand on change de ville, quand on change de pays, c'est aussi pour nous un véritable renouveau parce qu'on se dit ici personne nous connaît, personne sait qui on est, personne sait par quoi on a traversé, personne n'a rien à dire en fait. Et c'est vraiment le moment de recommencer quelque chose. Et je me suis sentie en fait super bien à Lisbonne. J'ai rencontré aussi des entrepreneurs avec qui c'est là que ça m'a aidé en fait à relancer finalement moi-même relancer finalement mon entreprise, me permettre de voir des options que moi j'avais pas vues. Cette année-là, donc l'année 2019, j'ai fait 5 pays différents, que ce soit pour des séminaires, que ce soit pour des conférences. Voilà, déjà parce que, encore une fois, j'adore voyager, puis également parce que voilà, j'avais envie de grandir, donc je me suis beaucoup formée. Donc voilà, j'avais été au Portugal, j'ai été à Dubaï, j'ai été à Bratislava, ça c'était pour la conférence polyglotte du coup. Donc j'ai rencontré aussi plein de personnes géniales à la conférence polyglotte. C'était vraiment trop cool de me dire waouh, je rencontre des personnes qui parlent 12 langues, 5 langues, 10 langues, je suis pas la seule, tout va bien. C'est vraiment trop cool et tout. Puis j'ai créé vraiment de belles relations, donc c'était génial. Et puis j'ai fait d'autres pays aussi, dont là tout de suite je n'ai pas le souvenir. L'année dernière j'ai fait aussi Dubaï, j'ai fait le Maroc.
J'ai fait le Maroc et j'en ai fait un 5e, mais je sais plus ce que c'est. Il y en a toujours un, de toute façon j'oublie. Mais voilà, ça a été, je dirais, une des meilleures, presque une des meilleures années de ma vie, parce que j'avais jamais autant voyagé. Et même si c'est une année où j'ai beaucoup travaillé, même si c'est une année où voilà, je me cherchais encore et puis je me suis reconstruit, disons, pendant cette période, ça a été une très belle année. Je pense que vous le sentez là un peu, ou tu le sens en tout cas dans ma voix, mais je pense que là tu sens que ça y est, c'est moins lourd en tout cas ce que je te dis et c'est beaucoup plus léger. Et puis bah voilà, j'en arrive maintenant ici à 2020. 2020, donc là je suis actuellement à Montréal. Bah, je suis coach pour l'instant en fait, je suis coach de vie, mentor, mentor dans la spiritualité, dans la loi de l'attraction, dans tout ça. J'ai pas envie non plus d'être définie que par ça et j'y réfléchis beaucoup ces derniers temps, mais j'ai pas envie de me limiter. Et il y a d'autres choses que j'adore justement. L'interprétariat, c'est toujours quelque chose que j'ai en tête. Je pense aussi beaucoup par exemple à faire du stream de jeux vidéo ces derniers temps, à faire aussi à partir en voyage, à faire des vlogs voyage. Bref, j'ai vraiment pas envie de me limiter. J'ai pas non plus envie que ma profession me définisse. Et, j'ai vraiment envie de passer un message de se dire que, parce que moi j'étais très limitée avant et je pense que voilà, j'étais beaucoup conditionnée à me dire que non, faut que j'ai qu'un métier, voilà, comme tout le monde, faut que ce soit un par un, faut que ce soit une chose à la fois. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas moi ça. Moi, je suis quelqu'un, premièrement, je suis MJ et multipotentiel, les amis. Alors, je suis pas faite pour faire qu'une seule chose à la fois. Moi, je suis faite pour faire 10 choses en même temps et ça me va parfaitement en fait. Moi, les trucs focus sur une seule chose, bah t'es bien mignon, mais focus sur une seule chose, moi je finis par m'ennuyer. Donc en fait, il faut au moins que j'ai 3 trucs en même temps. Moi, je suis vraiment la nana qui est capable de regarder la télé en même temps qu'elle joue à la console et en même temps qu'elle répond au téléphone en fait. Je suis vraiment la nana qui a toujours fait plein de trucs en même temps. Bon, des fois ça m'épuise, hein, on va pas se mentir, je pense des fois c'est aussi un peu pour ça que je suis fatiguée parce que je demande de l'énergie un peu partout. Mais je pense que vraiment ce que j'apprends et ce que j'ai envie de continuer de développer, c'est que vraiment tout est possible. Que on n'a pas besoin de se limiter, que c'est important aussi de définir qu'est-ce que c'est la réussite pour nous, qu'est-ce que c'est le bonheur pour nous, qu'est-ce que c'est la liberté pour nous, de définir tous ces mots qu'on entend beaucoup actuellement mais que finalement on ne sait même pas ce que ça signifie pour nous. De se dire aussi que ben, c'est possible, si je veux cumuler, je sais pas, 3 activités différentes en même temps, c'est possible. De se dire aussi que c'est pas notre job, c'est pas nos activités, c'est pas ce qu'on fait qui nous définit, c'est avant tout qu'est-ce qu'on est. C'est vraiment quelque chose aussi que ça. J'ai envie de me dire que ben oui, ok, je me présente souvent comme Prudence, queen de la manifestation, voilà, coach de vie, mais je suis pas que ça en fait. Moi d'abord je suis Prudence, je suis une femme, voilà, je suis une femme pétillante, joyeuse, qui a du mal à être vulnérable. Bon, bah voilà, maintenant dans le podcast c'est fait, merci beaucoup. Mais je me définis pas voilà, que par ce que vous pouvez voir, je pense, sur les réseaux, dans le sens où ben, je vous montre en plus de ça sur les réseaux qu'une partie de moi pour l'instant. Et j'aimerais rajouter d'autres choses en fait qui font aussi partie de moi, qui sont aussi ce que je suis. Et, et voilà, je pense qu'on est on est pas mal dans ce podcast. Oui, peut-être il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Si vous vous demandez, bah ouais, ok, comment j'ai fait, c'est mignon, mais comment j'ai fait pour passer d'une nana un peu. Alors, je sais pas si on pouvait dire dépressive. Je sais pas si c'était vraiment le cas. Je pense que j'en étais pas loin, mais je dirais que la dépression c'est quelque chose qui va encore plus loin. Et je pense que si vraiment j'avais fait de la dépression, j'aurais eu besoin d'aide. Ou alors je sais pas parce que comme j'étais bornée à ne pas demander d'aide, peut-être que je m'en suis sortie toute seule, j'en sais rien. Mais en tout cas, comment je suis passée d'une nana très 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 triste à qui je suis aujourd'hui, ben pour être très honnête et très authentique encore une fois avec toi, je te dirais que c'est pas terminé. Ça j'en parle très très peu, hein. J'en parle vraiment très très peu. Si t'es arrivé jusque là dans le podcast, félicitations, tu sauras ça sur moi. Mais j'en parle très très peu, mais je suis en train de travailler du coup avec une coach qui fait justement des soins énergétiques, etc. Mais il y a toujours une profonde tristesse qui m'envahit. Alors je sais pas si c'est une empreinte qui fait partie de moi,
Je tends justement à l'accepter et à l'accueillir et à me dire qu'elle fait partie de moi parce que je pense que tu le sais, mais au plus tu résistes contre quelque chose, au plus ça persiste. Et je pense que j'étais vraiment dans le fait de résister contre ça parce que je me disais, mais comment ça se fait que je suis triste, j'ai pas le droit d'être triste, pourtant j'ai tout ce qui va bien autour de moi, j'ai à manger, j'ai un toit, enfin je veux dire, pourquoi est-ce que je me sentirais triste? Mais finalement, je pense que oui, on peut pas non plus régler des sentiments qu'on a vécus pendant 18, 19, 20 ans, 21, 22 ans, 23 ans en 2, 3, 4 ans en fait. Donc je pense que c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose que j'accueillis, c'est quelque chose avec lequel en ce moment, pendant cette période de confinement, je travaille et que j'apprends à apprivoiser. Donc voilà, juste pour te dire que si tu fais un travail sur toi et que c'est pas fini, c'est ok. Ensuite, je dirais également que j'ai toujours été quelqu'un quand même d'assez spontané, assez sociale, assez joyeuse, assez pétillante, assez positive. Même si j'ai eu des moments où je faisais ma victime et où j'étais vraiment très très triste, j'étais par contre toujours la personne qui allait beaucoup écouter et quand les amis, tu vois, ils étaient tristes, j'allais toujours leur remonter le moral. D'ailleurs, c'est toujours comme ça qu'ils me voyaient un peu, ils me disaient: «Oh mais toi, Prudence, de toute façon, t'es toujours positive.» Oui, non, c'est ce que je te montre, c'est différent, mais voilà, j'ai toujours quand même eu un peu ce côté un peu voilà, pétillant, dynamique, spontané, ça a toujours fait partie de moi, mais je te dirais que ce qui m'a fait passer un peu de qui j'étais à qui je suis maintenant, c'est une excellente question que tu ne m'as pas posée, mais que je m'auto-pose pour te répondre avant que tu me poses la question. Je pense que c'était une sorte d'espoir. Je pense que j'avais l'espoir de me dire que la vie pouvait être meilleure que ce qu'elle était. Et que je pense que je me suis accrochée à cet espoir en me disant que un jour ça se terminerait et un jour ce serait possible. Et un jour il en serait autrement. Je pense qu'au fond c'est ça déjà qui m'a aidé à tenir. Parce qu'il y a vraiment eu des moments où c'était très lourd et très difficile pour moi. Mais je pense aussi voilà, que c'est à ça que je me suis raccrochée et c'est à ça que je me raccroche encore maintenant. Quand je vis des moments difficiles, quand il y a des moments qui sont extrêmement compliqués et que je vis, comme par exemple là, ma dernière rupture amoureuse, c'est des moments qui sont difficiles, qui sont chiants, qu'on n'a pas envie de vivre. Mais je me rends compte que ça m'aide à me sentir vivante. Parce que je pense que je souffre jamais autant que quand je me sépare de quelqu'un, si on prend les relations amoureuses. Donc ça m'aide à me sentir vivante. Et une fois que tout ça est passé, une fois que le temps est passé, je garde espoir en fait. Je pense que je sais pas, c'est peut-être une de mes grandes forces, mais je garde espoir et j'ai pas envie, par exemple, encore une fois, si on parle de l'amour, de rentrer dans ce schéma de non, mais de toute façon, je trouverai jamais personne et l'amour ça existe pas et ça on le voit que dans les films et machin. En fait, j'ai pas envie de m'accrocher à ce genre de choses et je garde toujours espoir de me dire que en fait non, il y a quelque chose de mieux qui m'attend ailleurs et ça je le fais pour toutes les sphères de ma vie, c'est-à-dire que même des fois dans le travail quand ça se passe pas bien ou dans la vie personnelle avec des amis, avec la famille quand ça se passe pas bien, etc. Je pense qu'il y a toujours cet espoir auquel finalement je m'accroche inconsciemment, peut-être parce qu'encore une fois je suis utopique, positive, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas où je me dis non, en fait je pense que la vie c'est pas ça et qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend ailleurs et pour l'instant ouais c'est difficile, c'est chiant, ça fait chier, c'est dur, mais il y a quelque chose d'autre qui m'attend si je m'accroche, donc autant s'accrocher. Voilà, voilà, voilà. Donc je dirais beaucoup d'espoir. Puis après, voilà, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de travail sur moi, beaucoup de lecture, beaucoup de mise en application, parce qu'encore une fois, si on lit, si on se fait cocher mais qu'on ne fait pas les exercices derrière ou qu'on ne fait pas ce qui est demandé, tant qu'il n'y a pas de mise en application, ça sert à rien. Et, et voilà. Et je pense que c'est à peu près comme ça, je dirais, que j'ai fait pour m'en sortir. Et je dirais que c'est toujours comme ça, je pense, que je ferai pour m'en sortir. Enfin, bon, Einstein dirait que c'est de la folie d'espérer un autre résultat en faisant toujours la même chose. Donc quand je te dis c'est toujours ce que je ferai en fonction aussi de comment j'évolue.
Mais en tout cas, voilà. Bon, je pense que voilà, pour la vulnérabilité, ça a été là pour ce podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, merci d'avoir été présent. N'hésite pas à me faire tes retours, à voilà, me dire s'il y a des choses peut-être sur lesquelles tu t'es reconnu, si tu as des questions, s'il y a des choses que tu as envie de me demander, même si tu as envie de me faire un retour comme ça, voilà. Bah écoute, n'hésite pas. J'espère que ce podcast t'a plu. Et puis, bah écoute, je te souhaite en tout cas une très belle journée. Et puis, bah, on se dit à très bientôt.